Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus dans mon canal SVT à la portée. Aujourd'hui, comme toujours, avec un nouveau vidéo concernant évidemment la géologie. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble le chapitre 3, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc, comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et activer aussi le like et la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier plus de vidéos et pour vous, ça va vous faciliter à accéder à mes vidéos. Donc, le chapitre 3, le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Introduction. Dans les zones de subduction et de collision, c'est-à-dire les phénomènes qui aboutissent à la formation des chaînes de montagnes de subduction et de collision. Les roches enfouies à des profondeurs importantes sont soumises aux facteurs de métamorphisme, qui sont la température et la pression. Donc ces deux facteurs permettent la transformation des roches par un phénomène appelé métamorphisme. Donc, définition d'homométamorphisme, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que métamorphisme au phénomène de métamorphisme. Le métamorphisme est l'ensemble des transformations structurales et minéralogiques à l'état solide. Donc il faut souligner ça. Solide, il n'est pas liquide, d'une roche préexistante qui soit sédimentaire, magmatique ou même métamorphique, sous l'effet de la variation des facteurs physiques qui sont la pression et la température. Donc, cette transformation, il y a deux transformations. La première transformation qui affecte les roches par le phénomène de métamorphisme est la transformation structurale. Qu'est-ce que c'est que structurale? Elle affecte la taille, la forme et le mode d'agencement des minéraux, c'est-à-dire comment ils se placent les minéraux à l'intérieur de la roche. Selon des critères, on distingue deux types de structures. La structure schisteuse ou la schistosité. Par exemple, sous l'effet des facteurs métamorphiques et principalement la pression, les minéraux dans la roche prennent une orientation suivant des plans en feuillet parallèles et régulièrement espacés. Les minéraux dans la roche se débitent facilement en feuillet et la roche est appelée schiste. Par exemple, on a auparavant, c'est-à-dire avant le métamorphisme ou le phénomène de métamorphisme, vous regardez, les minéraux sont anarchiques à l'intérieur de la roche, c'est-à-dire ils sont inorganisés. Donc voilà la forme originelle des cristaux. Et par ce qu'on appelle la pression tectonique des deux côtés, comme vous voyez ici, donc vous allez regarder que ces minéraux vont être étirés et réorientés, c'est-à-dire ils sont tous parallèles, bien organisés, suivant la perpendiculaire de la pression tectonique. Donc l'exemple, par exemple l'argile, par métamorphisme structural, donne une roche métamorphique qu'on appelle le schiste. Voilà. Comme vous voyez, le schiste comprend des feuillets bien organisés, bien orientés, en bandes alternantes. Voilà le premier feuillet, voilà l'autre feuillet, voilà le deuxième feuillet, voilà l'autre feuillet, etc. Ça, c'est dans la roche. Si on voit cette roche en la main, c'est-à-dire observation électronique, elle va nous donner ça, comme vous voyez ici. Là, les minéraux se placent en feuillet, ce qui donne une structure qu'on appelle structure schisteuse ou bien la schistosité. Donc voilà la première structure qu'on appelle la schistosité. La deuxième structure foliacée.
C'est-à-dire, avec l'augmentation de la pression et la température, ce sont les deux facteurs de métamorphisme, il y a accentuation du réarrangement des minéraux de la roche, en bande cette fois-ci, et pas en feuillet, alternante, clair et sombre, parallèle, sous l'effet de forte pression, et la roche est appelée gneiss, cette fois-ci, n'est pas schiste. Vous voyez le schiste, elle est équipée par quoi? Par des bandes, et pas feuillées, par des bandes sombres qui contiennent le mica, et bandes claires qui contiennent feldspath et quartz. Voilà, bande sombre, bande claire, bande sombre, bande claire, etc. Donc ici, on parle des bandes et pas de feuillets. Si on observe cette roche en microscope électronique, c'est-à-dire en lame mince, elle va donner cette structure. Voilà l'alternance des bandes sombres et bandes claires. Donc, observation de la mince. Donc, voilà une structure foliacée. Elle n'est pas schisteuse, mais foliacée. Donc, pour le gneiss, qui est une roche métamorphique, elle a une structure foliacée. Transformation maintenant minérale. Puisqu'on a dit, dans la définition de métamorphisme, c'est une transformation structurale et minérale. On a vu la texture ou bien la structure. Maintenant, on va voir la transformation minérale. Donc, définition. C'est une transformation des minéraux préexistants en minéraux nouveaux grâce à des réactions chimiques sous l'effet des facteurs métamorphiques, qui sont la pression et la température. Par exemple, voilà une roche préexistante. Et on va se cibler sur ces deux minéraux, A et B. Il va suivre l'évolution de ce minéraux ou bien de ces deux minéraux au fur et à mesure que la pression et la température augmentent. Qu'est-ce qu'on va voir? Par augmentation de la pression et la température, c'est-à-dire P1, T1 qui est plus grande à P0 et T0, A reste intact, n'est pas modifié, mais B, le minéral B commence à se modifier. Pourquoi? Parce qu'autour du minéral B, on observe une auréole, comme vous voyez ici. Si on augmente la pression et la température, le minéral B disparaît totalement et apparaît un nouveau minéral C. Donc, voilà la progression ou l'élévation de croissante de l'intensité des facteurs métamorphiques, c'est-à-dire la pression et la température, au fur et à mesure que la pression et la température augmentent, il y a des minéraux qui disparaissent et d'autres apparaissent. Donc la transformation minéralogique entraîne la disparition de certains minéraux et l'apparition de nouveaux minéraux plus stables, ce qui donne une nouvelle roche métamorphique. Donc voilà, par exemple, une transformation minérale. Par exemple, moscovite plus quartz, par élévation de pression et température, les moscovites quartz disparaissent et à leur place, il apparaissent les feldspaths potassiques et l'andalocite plus l'eau. Quelques notions à apprendre, à assimiler et à comprendre. Pourquoi? Parce que pendant l'examen, il vous donne une définition de quelques notions et vous pourrez répondre. Le minéral indicateur ou index, c'est-à-dire le minéral index. Qu'est-ce que c'est qu'un minéral index? C'est-à-dire définition. Donc, on va tirer la définition à partir de ce diagramme qui définit la stabilité des minéraux index. Par exemple, ici, l'andalocite. L'andalocite, c'est un minéral indicateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un minéral indicateur? Par exemple, ici, l'andalocite. Donc, un minéral indicateur se forme dans des conditions précises de pression et de température. Son domaine de stabilité est réduit. Donc voilà la définition. On l'a tirée à partir de ce diagramme-là.
Donc, comme vous voyez ici, le minéral indicateur ou l'index occupe une place bien limitée, étroite, donc avec des conditions de pression et de température précises. Quel est son rôle? Donc, quel est le rôle, par exemple, de minéral indicateur? La présence de minéral indicateur dans une roche témoigne des conditions de sa formation. C'est-à-dire, par exemple, si dans un terrain géologique, on trouve une roche, et dans cette roche, on trouve par exemple l'andalosite. On peut dire que cette roche a été formée dans des conditions de pression et de température précises, c'est-à-dire température élevée et pression basse. Par exemple, le distène, c'est par exemple on trouve le distène dans une roche. Donc vous voyez, ici le distène se forme dans des conditions de pression élevée et température basse, donc contraire à l'andalosite. Sélémanite, lorsqu'on trouve le sélémanite dans une roche, on peut dire que cette roche est formée dans des conditions à haute température et à haute pression. L'andalosite se forme à une haute température et une faible pression. Le distène nécessite une faible température et une haute pression. La sélémanite se forme à haute température et haute pression. Maintenant, qu'est-ce que c'est que série métamorphique? Succession de roches métamorphiques, c'est un ensemble de roches métamorphiques issues d'une roche mère préexistante, qu'elle soit sédimentaire ou même magmatique ou même métamorphique, sous l'effet d'intensité croissante de facteurs de pression et de température. Par exemple, l'argile. Voilà, l'argile, c'est une roche mère préexistante. Par métamorphisme, elle donne ce qu'on appelle schiste. Schiste, si on augmente la pression et la température, il donne le mécaschiste. Le mécaschiste, par augmentation de pression et de température, il donne l'ornéis. Voilà une série métamorphique. Donc avec élévation de pression et de température. Faciès métamorphique. Qu'est-ce que c'est que faciès métamorphique? Toujours à partir d'un diagramme, on va tirer la définition. Voilà des faciès métamorphiques. Qu'est-ce que c'est que faciès métamorphique? C'est un ensemble de roches métamorphiques. Voilà. Voilà une roche métamorphique. Voilà l'autre roche métamorphique. Voilà l'autre roche métamorphique. C'est un ensemble de roches métamorphiques. Chacune, c'est-à-dire chaque roche, est caractérisée par une association de minéraux tous stables. Vous voyez ici grenat, épaisseur, etc. Là, dans les mêmes conditions, pression, température, c'est ce qu'on appelle la paragénèse. Autrement, dans chaque roche métamorphique, que vous voyez ici, est un faciès métamorphique, représenté par un ensemble de minéraux indicateurs ou minéraux index. Par exemple, voilà faciès métamorphique de schiste bleu. Il est caractérisé par un ensemble de minéraux indicateurs. Voilà l'autre faciès du schiste vert. Voilà l'autre faciès, l'amphibolite, etc. Maintenant, troisièmement, type de métamorphisme. Il y a 3 types de métamorphisme. Donc, selon l'importance des facteurs métamorphiques, pression, température, on distingue 3 types de métamorphisme. Donc, comme on va vous rappeler de ce diagramme-là, de stabilité des minéraux index. On a vu ici l'andalosite. L'andalosite se forme à haute température et basse pression. Et la pression n'est pas là. Voilà sa limite de l'andalosite. La température, elle est élevée, mais la pression, elle est de l'ordre de 5
kilobars. Donc, on parle de premier type de métamorphisme, métamorphisme thermique ou de contact. Le distane se forme à faible température et haute pression. Donc, le deuxième type de métamorphisme est métamorphisme dynamique. C'est-à-dire la pression qui est élevée, mais la température est basse. Pour le sillimanite, il se forme dans des conditions de pression élevée et température élevée. Voilà sa place ici. Donc, on parle de métamorphisme thermodynamique. Donc, 3 types de métamorphisme. Donc, vous pourrez tirer le type de métamorphisme à partir des 2 facteurs ou bien la modification des facteurs de métamorphisme, c'est-à-dire la pression et la température. Maintenant, quatrièmement, roche métamorphique, type de métamorphisme caractérisant les zones de convergence, c'est-à-dire les zones où les plaques se rapprochent. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, il y a 3 types de mouvements. Il y a zone de subduction et zone de collision. On a vu ça. Donc ces zones-là qui forment les chaînes de montagne de subduction, d'abduction et de collision. Donc, série métamorphique et type métamorphisme caractérisant les zones de subduction. Comme vous savez tous, qu'au moment de la subduction, la croûte océanique s'enfuit à l'intérieur ou bien sur la plaque continentale. Donc, les roches qui constituent la croûte océanique vont être soumises aux facteurs de pression et température, c'est-à-dire au phénomène de métamorphisme. Donc, comme vous voyez ici on voit des plaques qui se rapprochent ici en convergence, et ici les plaques en divergence. Voilà les plaques ici. Donc, si c'est deux plaques par exemple en divergence, c'est-à-dire elles s'éloignent l'une d'entre elles, il y a formation, ce qu'on appelle un dorsal médio-océanique. Donc la formation d'un océan par l'expulsion de basalte et de gabbro. Donc deux roches qui constituent principalement la croûte océanique. Donc au niveau de la divergence, il y a un phénomène qu'on appelle expansion océanique, c'est-à-dire la naissance d'un océan, la naissance d'une croûte océanique. Donc cette croûte océanique qui va naître ici, elle va disparaître dans les zones de convergence, c'est-à-dire de subduction. Donc, comme vous voyez ici, c'est les deux plaques, au lieu qu'il y a distension ici, ici il y a compression, c'est-à-dire les deux plaques se rapprochent et la croûte océanique va s'enfuir et se glisser sur la plaque continentale. Donc il y a ici convergence. Donc, par ce diagramme de pression-température qui désigne ce qu'on appelle un gradient géothermique. Voilà la direction du gradient géothermique. Il suit l'inclinaison de la subduction. Qu'est-ce que c'est que gradient géothermique? Le gradient géothermique est le taux d'augmentation de la température dans le sous-sol, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre, à mesure que l'on s'éloigne de la surface de la Terre. Cette augmentation est de 30 degrés Celsius par kilomètre. C'est-à-dire à chaque kilomètre en profondeur, la température augmente de 30 degrés Celsius. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Donc, comme vous voyez ici, au niveau de dorsal médio-océanique, il y a expulsion de basalte et gabbro. Donc, le basalte et gabbro, lorsqu'il sort de la sténosphère à la surface, sa température est plus élevée. Elle est de l'ordre de 1200 degrés Celsius. Donc, il est ici. Mais cette croûte océanique va être formée ici. À un endroit ou à un autre endroit, il va disparaître par ce qu'on appelle phénomène de subduction. Donc, il arrive ici à 0. Donc, les basaltes et gabbro arrivent ici à 0. Donc,
Au moment de la subduction, ce basalte et ce gabbro va être s'enfuir sur le plan sur la plaque continentale. Donc, ils vont être se transformer. Donc, ils vont être soumis au phénomène de métamorphisme. Donc, le basalte et le gabbro donnent schiste vert. Le schiste vert va donner schiste bleu. Et le schiste bleu va donner éclogite. Comme vous voyez ici, il y a une série métamorphique de subduction. La voilà, la série métamorphique de subduction. Donc, cette série métamorphique, schiste vert, schiste bleu, éclogite, qui sont tous issus de la roche mère, basalte et gabbro, sont soumises à des conditions de pression et de température. Comment ces conditions, ces conditions, c'est-à-dire la pression est élevée, mais la température est basse. Donc, cette séquence a été formée avec un type de métamorphisme qu'on appelle métamorphisme dynamique, puisque la pression est élevée et la température est basse. Donc, à l'examen, lorsque vous observez cette séquence ou bien cette série métamorphique, vous pensez qu'il s'agit d'une subduction. Série métamorphique et type de métamorphisme caractérisant la collision cette fois-ci. Donc, comme vous voyez, de plaque continentale, plaque A, plaque B. Et au-dessus de la croûte océanique, il y a des sédiments, qui principalement c'est de l'argile. Avec pression tectonique des deux côtés, c'est-à-dire une compression, ces deux plaques se rapprochent. Donc, ils se convergent. Donc, convergence, et ces deux plaques, à la fin de la collision, finissent ou arrivent à se confronter entre elles. Voilà la plaque A qui confronte la plaque B. Et ces sédiments-là, qui ont été ici, ils vont être métamorphisés. C'est-à-dire, ils vont être soumis à des hautes pressions et hautes températures. Donc, cette argile-là va être transformée et donne ce qu'on appelle une série métamorphique. La voilà. L'argile donne un schiste, un mécaschiste, gneiss. Et donc, voilà la séquence ou bien la série métamorphique de la collision. Toujours à l'examen, lorsque vous observez cette forme de série métamorphique, vous allez penser qu'il s'agit d'une collision. Cette succession de roches métamorphiques de collision a été formée à haute pression et à haute température. Donc, le type de métamorphisme est un métamorphisme thermodynamique. Donc, dans les zones de collision, c'est-à-dire la confrontation entre deux plaques, c'est le type de métamorphisme thermodynamique qui se déclenche. Voilà un troisième série métamorphique et type de métamorphisme caractérisant l'auréole métamorphique, c'est-à-dire rappel de la série métamorphique de collision qu'on voit ici. À partir de l'argile, il va se former le schiste et le mécaschiste et le gneiss comme roche à degré maximal de métamorphisme. Donc, comme vous voyez cette gneiss-là, lorsqu'il est soumis à un degré de température et de pression élevée, ils vont subir une fusion partielle, c'est-à-dire ils vont donner un magma. Donc, comme vous voyez ici, le gneiss aux profondeurs où la température est élevée subit une fusion partielle et donne un magma. Ce magma encore très chaud est introduit dans une séquence de roches froides, c'est-à-dire il remonte par les fissures de roches froides et va transférer leur chaleur aux roches en bordure.
Donc, comme vous voyez ici, voilà le magma, une partie du magma qui va remonter dans les fissures et va transférer leur chaleur aux roches encaissantes, c'est-à-dire que les roches qui entourent ce magma-là. Donc, cette chaleur est limitée ici. Elle n'est pas vaste, elle n'est pas large, elle est seulement étroite. Elle occupe une espace bien étroite ici. Donc, on parle de ce qu'on appelle un type de métamorphisme de contact, thermique ou de contact. Donc, comme vous voyez ici, on a vu trois types de métamorphisme. Métamorphisme thermique, métamorphisme dynamique, métamorphisme thermodynamique. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.